Bonjour, je me présente Annie Hull de la CDC de Laval. Bienvenue dans cette deuxième capsule sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les rôles et responsabilités des administrateurs tels qu'ils sont établis dans les lois. Ce qui m'amène à vous dire que si vous n'avez pas écouté la première capsule, ce serait préférable de prendre quelques minutes pour le faire, puisque je fais référence à différentes lois et règles que j'explique dans la capsule numéro 1, dans cette capsule-ci. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Donc, dans la loi, dans le Code civil, on retrouve deux fonctions importantes des administrateurs, soit le devoir de mandataire et le devoir de fiduciaire. Le devoir de mandataire, on va le penser un petit peu de la façon d'un mandat d'inaptitude ou un mandat de protection qu'on appelle maintenant, ce mandat-là qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre de prendre les décisions pour vous si vous si vous n'êtes plus apte à le faire. Donc, en fait, le devoir de mandataire d'un administrateur, c'est un peu de la même façon puisque la personne morale, qui est l'organisme pour lequel vous êtes administrateur, ne peut pas prendre ses décisions par lui-même. Vous êtes donc le mandataire de l'organisme et vous allez prendre les décisions pour l'organisme. Donc, au niveau du devoir de mandataire, vous allez agir au nom de l'organisme. Ça va être important de prendre des décisions toujours pour le bien de l'organisme et de respecter la mission, les lettres patentes, les règlements généraux et les différentes lois qui s'appliquent. C'est important aussi dans le devoir de mandataire, quand on dit d'agir personnellement puis d'agir dans le bien de l'organisme, ben en fait, c'est que des fois, dans la vie, on a différents chapeaux. Donc, vous êtes administrateur de l'organisme, peut-être que vous êtes aussi membre de cet organisme-là ou bénévole pour cet organisme-là. Et quand vous êtes dans une réunion du conseil d'administration, ben à ce moment-là, vous devez prendre des décisions pour le mieux de l'organisme et non pas pour le mieux nécessairement des bénévoles ou pour le mieux des membres. Donc, parfois, des décisions, de façon générale, les décisions vont aller dans le sens du bien-être aussi des membres, mais des fois, il y a des décisions qui peuvent peut-être déranger des membres, mais qui vont être dans le bien, pour le mieux d'un organisme. Par exemple, advenant des problèmes financiers, l'organisme doit prendre la décision, est-ce qu'on réduit les activités pour les membres? Et à ce moment-là, si moi je suis membre de l'organisme et membre du CA, je dois prendre la décision en tant que membre du CA, donc d'aller dans la meilleure décision qui va sûrement être de réduire les activités, mais en tant que membre, probablement que c'est pas ça que vous auriez souhaité. Donc, c'est vraiment dans l'idée de dire que c'est le bien-être de l'organisme qui doit primer ou doit être au centre, en fait, de toutes vos décisions. Ensuite, le devoir de fiduciaire, bien, à ce moment-là, on est plus au niveau de l'administratif. Donc, c'est vraiment l'administration des biens de l'organisme, donc tout ce qui est le côté aussi plus financier, administratif. Ce que le Code civil dit, c'est d'agir avec prudence et diligence. Donc, quand on parle de prudence, on va vouloir parler d'avoir une espèce de vigie au niveau de la gestion de l'organisme. Puis là, des fois, les gens vont se demander, OK, il faut que je surveille un peu les finances de l'organisme, mais de quelle façon je peux le faire? Est-ce que sans nécessairement trop jouer dans les plates-bandes de la direction ou de la personne qui s'occupe de l'administration? Mais c'est là où le côté vigie est important. Donc, vous n'allez pas être dans la gestion quotidienne du paiement des factures et de tout ça, mais vous devez, sur une base quand même régulière, vous assurer, donc avoir accès aux documents, au bilan financier de l'organisme, pouvoir le regarder, l'éplucher et vous assurer que ce qui est écrit là convient et que ça suit aussi les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. On peut comparer avec le budget de l'année d'avant pour voir si les postes budgétaires demeurent sensiblement les mêmes. On peut voir aussi avec les prévisions budgétaires qui avaient été faites, est-ce que ça va encore dans le même sens où on souhaitait aller? Évidemment, ça peut aller complètement ailleurs parce que des fois, il y a des situations qui vont exiger que
les postes budgétaires soient vraiment différents d'une année à l'autre. L'important, c'est d'être capable de l'expliquer. Si au niveau, par exemple, de tout ce qui est la papeterie ou tout ça, vous avez en général un 1 000 $ et que là, tout d'un coup, on arrive avec un 5 ou 6 000 $, on peut poser la question pourquoi, ça va être important de le savoir et d'avoir le justificatif. Si à ce moment-là, un imprimante, un télécopieur a brisé, qu'il a fallu le remplacer, ben, on peut s'attendre à ce que le poste budgétaire soit vraiment différent, soit de l'année dernière ou des prévisions budgétaires. Aussi, c'est important de vous assurer que les paiements sont faits, les paiements au niveau des fournisseurs, mais aussi les paiements au niveau du gouvernement particulièrement, donc les déductions à la source pour les employés, toute autre cotisation gouvernementale que votre organisme doit faire. Faire un suivi aussi au niveau des cartes de crédit, donc de s'assurer que les dépenses qui sont là sont légitimes, sont vraiment faites pour l'organisme. Donc, ça, c'est un peu les grandes lignes là, pour assurer une espèce de vigie au niveau de des finances de l'organisme. On va aussi éviter les négligences en faisant les suivis dans les autres dossiers. Donc, si par exemple, il y a des comités qui travaillaient sur différentes politiques, si on est en train de travailler une planification stratégique, s'il y a des activités importantes qui devaient se déployer au niveau de l'organisme, ben, le conseil d'administration doit aussi s'assurer du suivi de ces différents dossiers-là, de même que toutes les décisions aussi qui ont été prises par le CA. Donc, est-ce que les décisions qui sont prises sont après ça réalisées par l'équipe de travail? Au niveau de la diligence, bien, ça va être plus de consulter quand on ne sait pas. Quand on est administrateur d'un organisme, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait toutes les réponses. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une question qui demeure et qu'il n'y a personne qui est capable d'y répondre, bien, il faut essayer d'aller trouver les personnes qui vont pouvoir y répondre. Et là, à ce moment-là, dépendamment de c'est quoi la question, c'est pas nécessaire que ce soit un expert. Des fois, ça, oui, on va demander à un comptable, on peut même demander des fois des conseils légaux à un avocat. Mais ça peut être aussi de valider auprès de la direction ou de l'équipe de travail pour avoir les informations nécessaires pour répondre aux questions. Ça va être aussi de prendre des décisions sur des informations qui sont fiables, donc vous assurer que les sources de ce qui vous est dit est fiable et d'investiguer quand les choses ne vont pas comme prévu. Donc, il est arrivé un pépin, il est arrivé quelque chose, une situation quelconque à l'organisme où là, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Bien, à ce moment-là, c'est important d'aller valider qu'est-ce qui s'est passé, comment ça que cette décision-là a été prise, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on est toujours en ligne avec la mission de l'organisme, avec les objectifs aussi. Donc, ça, c'est pour la prudence et la diligence. Honnêteté, ben, je sais, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire là-dessus, à part que c'est important d'être honnête et ça vient aussi avec la notion du conflit d'intérêt, que ça, on va la voir un petit peu plus tard, vraiment en détail. Et la loyauté, encore là, les décisions doivent être prises en ayant toujours en tête le bien de l'organisme. Donc, agir en toutes circonstances dans le meilleur intérêt de la personne morale. Donc, ensuite, on va regarder les rôles spécifiques des différents administrateurs. Donc, c'est important de savoir que selon la loi sur les compagnies, les postes qui sont vraiment obligatoires, c'est le poste de président, de secrétaire et de trésorier. Et il faut savoir aussi que le poste de secrétaire-trésorier peut être uni dans un seul poste. Donc, pour une seule personne peut faire secrétaire-trésorier en même temps. Le poste de vice-président n'est pas obligatoire. Puis les gens qui n'ont pas de poste en tant que tel sont les administrateurs. Donc, au niveau de la présidence, ce qui est important, souvent, la présidence va animer les conseils d'administration et les assemblées. Il va signer certains documents, entre autres là, au niveau des bailleurs de fonds, les demandes de subventions, demande parfois vraiment spécifiquement que ce soit le président et le secrétaire qui la signe. Puis la présidence va aussi s'assurer de l'application des décisions prises par le conseil d'administration.
Des fois aussi, la présidence va aussi jouer un rôle de représentation à l'externe au niveau de l'organisme. C'est les principales fonctions au niveau de la présidence. Il faut savoir que dans tout ce que je vais vous dire au niveau des différents rôles, c'est possible pour la personne de déléguer à la direction de l'organisme ou à l'administrateur ou à quelqu'un d'autre ce travail-là, mais ça demeure sous sa responsabilité. Donc, c'est possible que ce ne soit pas le président qui anime le CA et les assemblées, mais c'est de son devoir de s'assurer que c'est fait et que c'est bien fait, comme exemple. Pour ce qui est des tâches reliées au secrétaire, ben, c'est la rédaction des procès-verbaux. C'est la personne qui est responsable du livre des registres. Encore là, au niveau des signatures aussi, comme je disais tantôt, certains bailleurs de fonds vont demander spécifiquement la signature présidence-secrétaire. Et secrétaire est aussi responsable des avis de convocation. Donc, encore là, possible de déléguer, mais ça reste quand même la responsabilité du secrétaire de s'assurer que tout ça est fait et bien fait. Au niveau du trésorier, il va s'assurer de la bonne administration. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vraiment lui qui va être dans la gestion quotidienne des factures, mais quand je vous parlais tantôt du rôle de vigie par rapport aux fiduciaires puis à toute la situation financière de l'organisme, bien, le trésorier est comme un petit peu plus directement visé au niveau de ça. Donc, ça relève un peu plus de sa responsabilité, même si s'assurer de la saine gestion de l'organisme, ça concerne tous les administrateurs. Donc, s'assurer de la bonne administration, il va rendre compte au conseil d'administration de la situation financière de l'organisme, il va tenir et conserver les registres comptables et faire l'élaboration des prévisions budgétaires. Comme je disais, tout ça est possible de déléguer. C'est quand même important de réfléchir et d'être conscient que si on délègue une grosse partie de nos tâches à l'équipe de travail, à la direction, il faut juste s'assurer de la charge de travail que ça représente pour eux autres et du poids que ça peut faire peser. Donc, des fois, c'est de voir puis peut-être de faire des choix avisés sur quelles tâches on conserve puis quelles tâches on va déléguer. Et les gens qui n'ont pas de titre ou de poste sont administrateurs, mais eux sont tout aussi importants. Même si on a un titre de président ou de secrétaire, on n'a pas plus de poids. C'est une personne, un vote dans un conseil d'administration. Donc, les administrateurs vont participer aux prises de décision, vont participer au comité de travail et ils vont faire tout autre mandat spécifié et décidé en conseil d'administration. C'est important de dire que tous les administrateurs, comme je disais, ils ont un pouvoir égal et conjoint. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de décision, c'est des décisions qui sont solidaires. Il n'y a pas de décisions qui peuvent être prises par une seule personne dans le conseil d'administration, même pas la présidence. Donc, les décisions doivent être prises dans le contexte d'un conseil d'administration quand le conseil est assis ensemble et qu'on a quorum. Donc, on a le minimum de personnes pour que les décisions soient valides. Et c'est de cette façon-là que les décisions se font. Donc, ce n'est pas possible pour un administrateur de débarquer dans l'organisme puis de venir donner des ordres à des employés ou à dire quoi faire à la direction, des choses comme ça. C'est vraiment un pouvoir qui est conjoint de tout le monde et solidaire. Par contre, la responsabilité, elle est personnelle. Ce que ça veut dire, c'est que vous décidez conjointement, mais après ça, s'il y a des retombées ou des conséquences aux décisions que vous faites, vous êtes personnellement responsable. Donc, la fameuse question, est-ce que comme administrateur, je peux être poursuivi? La réponse, c'est oui. Mais il ne faut pas paniquer parce que ce n'est pas de n'importe quelle façon que ça peut arriver. Il va y avoir une poursuite si clairement c'est démontré qu'il y a eu négligence, qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu un acte criminel. Donc, si les devoirs sont bien faits, si les administrateurs font bien ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème, il ne devrait pas avoir de poursuite. Si on s'assure, par exemple, l'exemple classique qui est facile à donner, c'est que les DAS, donc les déductions à la source des employés, c'est la partie des impôts des employés qu'on remet au gouvernement. Si, le CA ne s'assure pas que la direction, par exemple, fait ces paiements-là et que l'organisme doit ces sous-là au gouvernement et que l'organisme
doit être fermé ou ne peut pas financièrement rembourser. À ce moment-là, ça se peut que les administrateurs soient tenus de rembourser le gouvernement. Mais encore là, si on a fait le suivi et qu'on s'est assuré que c'est payé, ben à ce moment-là, ça n'arrivera pas et il n'y aura pas de problème. Puis pour être encore plus sûr, il existe une assurance pour les administrateurs qui va justement permettre de couvrir les frais d'avocat et autres frais liés si jamais il y avait une poursuite contre les administrateurs. Donc, c'est important de vous assurer que l'organisme a une protection d'assurance pour les administrateurs. Finalement, je vous parle du conflit d'intérêts. Donc, le conflit d'intérêts, c'est quand une décision doit être prise et que l'issue de cette décision peut sembler ou semble avoir une retombée positive pour vous personnellement ou pour quelqu'un de votre entourage. OK? Donc, c'est à ce moment-là, quand c'est peu, on va dire, va appeler ça une apparence de conflit d'intérêts, ou si ça a réellement une retombée positive, à ce moment-là, c'est un conflit d'intérêts. C'est vraiment important de prendre le temps puis de s'assurer de voir. Je vais vous donner quelques exemples. Une apparence de conflit d'intérêts, par exemple, c'est quand on a un employé qui est membre du conseil d'administration, ça se voit dans certains organismes, c'est le cas pour la CDC de Laval. On a un siège qui est pour les employés au sein du conseil d'administration. Donc, on peut se dire qu'il y a apparence de conflit d'intérêts parce que si jamais il y a des décisions qui se prennent par rapport aux conditions salariales, aux conditions de travail, ben la personne employée qui est sur le CA se retrouve en fait un peu en conflit d'intérêts. Mais c'est une apparence parce que si dans les faits, il est bien balisé et qui est clairement établi que dans les cas où il y a discussion sur le salaire ou sur les conditions de travail, que la personne employée se retire et ne vote pas, bien à ce moment-là, on vient de baliser l'apparence de conflit d'intérêt et il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Un exemple au niveau du conflit d'intérêts, l'organisme est à la recherche d'une firme comptable et votre époux ou votre épouse, votre conjointe est comptable dans la vie, a son entreprise et là, on se dit que c'est peut-être une bonne idée de contracter avec la personne. Ça représente vraiment un conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire, sauf qu'il faut être conscient qu'il y a des procédures et c'est là où on va suivre la procédure qui est écrite sur la diapositive, c'est-à-dire de mentionner le conflit d'intérêts, qu'il soit écrit au niveau du procès verbal et que quand il y aura, par exemple, les 3 soumissions pour prendre la décision sur la firme comptable, ben, la personne, elle ne peut pas se prononcer et elle se retire pour ce point-là de l'ordre du jour. Donc, à ce moment-là, on vient un peu de baliser et on suit la loi. Par contre, c'est toujours important des fois de prendre le pas de recul puis de voir d'un œil peut-être plus extérieur. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça pourrait faire poser des questions à certaines personnes? Est-ce que ça pourrait briser un lien de confiance, par exemple, avec un bailleur de fonds? Des fois, si la réponse est oui, ben à ce moment-là, n'oubliez pas que vous devez agir d'abord et avant tout dans l'intérêt de l'organisme. Et à ce moment-là, c'est peut-être préférable que votre conjointe qui est comptable ne fasse pas, ne réponde pas à l'appel d'offres à ce moment-là. Il y a aussi les conflits d'intérêts par rapport à l'utilisation des informations sur la transmission d'informations privilégiées auxquelles vous avez accès. Par exemple, vous êtes au niveau du conseil d'administration, il va y avoir une embauche pour une intervenante et votre meilleure amie est intervenante et vous trouvez qu'elle serait tellement parfaite pour ce poste-là. Donc, vous lui transmettez le questionnaire d'entrevue avec toutes les questions pour qu'elle puisse se préparer. Bien, à ce moment-là, c'est aussi un conflit d'intérêt, même si ce n'est pas pour vous personnellement, c'est pour quelqu'un de proche. Vous avez utilisé des informations privilégiées, confidentielles, que vous avez transmis à votre ami pour lui donner l'avantage de mieux performer ou d'avoir plus de chances d'avoir le poste. Donc, c'est vraiment ça aussi un conflit d'intérêt. Donc, c'est vraiment de toujours, quand je parlais tantôt des chapeaux, c'est encore ça, c'est qu'à ce moment-là, le chapeau que vous portez, est-ce que c'est celui
de la meilleure amie, donc pour la soutenir ou pour aider ou pour lui obtenir un emploi, ou est-ce que vous avez le chapeau vraiment d'administrateur, vous allez prendre la décision au mieux pour l'organisme. Donc, c'est important toujours de penser, est-ce que j'ai un intérêt dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et de le faire consigner si c'est le cas, ou des fois de décider de s'abstenir, de faire des références ou d'aller sur des appels d'offres quand ça peut avoir une apparence de conflit d'intérêt. C'est ce qui conclut cette deuxième capsule vidéo. Je vous informe que la CDC de Laval donne des formations pour les membres de conseil d'administration. Donc, on va dans les organismes donner des formations sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir cette formation-là pour votre organisme. Et si vous avez des questions aussi, vous êtes toujours les bienvenus de nous contacter par courriel, par téléphone pour nous poser vos questions et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc voilà, c'est ce qui conclut la capsule numéro 2. Merci beaucoup pour votre écoute.